Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre atelier sur un sujet qui nous passionne, moi et mes collègues, au niveau de la loi 25, avec notre petit jeu de mots, un atelier qu'on avait déjà monté avec le jeu de mots en haut à droite, là, hors la loi 25. Je ne sais pas si vous êtes hors la loi quant à la loi 25, j'espère que non. En fait, c'est ce qu'on va démystifier aujourd'hui. C'est un atelier, en fait, à la base qu'on a monté, moi, ma collègue Julie ici, et Jean-Félix Gigaudroux, notre ancien collègue. Donc, on tenait à lui rendre hommage dans cette présentation. Alors, bienvenue. On espère que vous allez apprécier notre atelier. Notre atelier. Ah oui, Au niveau bonjour des tout le monde. présentations, oui, ok, pardon. Vas-y, Julie. Pour ce qui est, excusez, au niveau des diapositives, on avait tous le contrôle. Ok, parfait. C'est bon. Donc, moi, je me présente Alain Bordelot. Je suis conseiller pédagogique au Récit local au Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke pour ce qui est de la formation générale aux adultes en FGA. Bonjour, mon nom est Julie April, je suis conseillère pédagogique pour l'équipe du Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. On porte différents dossiers, dont celui de citoyen éthique à l'ère du numérique. Et c'est ce qui nous amène à s'intéresser à des enjeux comme la loi 25, mais aussi à apporter de la nuance sur tout ça. Salut tout le monde. Moi, je suis un rapporté, là, comme on l'a dit, comme l'a dit Alain, là, je suis pas, j'étais pas initialement dans l'équipe. En fait, là, je suis dans l'équipe de Julie au ICDP là, depuis cette année, donc c'est tout nouveau, mais seulement à 50%. Et mon autre 50%, là, je suis conseiller pédagogique, dans le fond, en CCQ, en univers social pour le Centre de services de Haute-Rivière. Là. Donc, j'ai un peu les deux chapeaux. Mais je le précise, t'es pas un imposteur, David. T'as toute ta place avec nous aujourd'hui. T'as Bon, contribué c'est grandement à gentil. l'atelier quand même. Merci, merci. Oui, c'est de nouvelles recrues au développement de la personne, mais quand même avec un très beau bagage. Et merci de nous soutenir dans cet atelier-là. Donc, nos intentions avec vous aujourd'hui, c'est de discuter de loi 25, mais de le faire de manière concrète, de manière près des préoccupations qui peuvent émerger dans la classe, dans vos milieux. Donc, c'est à travers des mises en situation là, où vous serez en action qu'on va aborder tous ces sujets-là. Grand avertissement avant qu'on commence, nous ne sommes pas des juristes, nous ne partageons ici aucun avis juridique. On est plutôt dans une posture où on veut faire émerger des réflexions de votre côté et vous amener à apporter ces réflexions-là dans vos équipes écoles, dans vos centres de services. Mais évidemment, chaque centre de service doit faire leur propre évaluation des outils qui sont autorisés ou non et des risques qu'ils vont prendre. On va en parler bientôt. Vole pas le punch. En fait, donc évidemment, là, qui dit récit, dit compétences numériques. Donc, en fait, à quoi est-ce qu'on rattache ça au niveau de la loi 25? Ben, il y a quelques petits trucs là, qu'on a cernés. En fait, tu sais, citoyenneté éthique, c'est sûr qu'on s'en sortira pas. En fait, citoyenneté éthique et pensée critique, on les a mis ensemble parce que, comme vous allez le voir, la loi 25, c'est pas simple. Puis ça a beau être une loi, mais c'est quand même, tu sais, c'est appliqué ou comment est-ce que je dirais, la gestion du risque n'est pas toujours la même partout. Donc, il faut vraiment, 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 en fait, faire usage de sa pensée critique, puis vraiment, tu sais, se poser des questions. En fait, c'est quoi les réflexions que je devrais avoir face aux gestes que je prends dans l'optique de protéger les données? On a aussi, évidemment, une petite couche d'habileté technologique parce que veut pas protéger des données, sécuriser des données, se poser ces questions-là, ben, ça demande aussi des habiletés, des connaissances un peu techniques à savoir c'est quoi les répercussions quand je publie une photo en quelque part. Si je veux sécuriser mes données, quelle application je peux prendre, c'est quoi les démarches à suivre. Donc, c'est un peu là-dedans là, qu'on va tourner aujourd'hui. Là. Donc, la question principale aujourd'hui, qu'est-ce que la loi 25? En fait, on veut un peu démystifier parce que très souvent, on entend dans les milieux, ah, à cause de la nouvelle loi 25, il faut faire attention au renseignement personnel. En fait, la loi 25 n'a rien inventé quant à l'importance de protéger les renseignements personnels, mais elle vient ajouter des protections, on veut, des obligations pour les organisations, surtout pour s'assurer que les lois précédentes sont bien respectées. Voilà, et au niveau des organisations, ça s'adresse autant aux organisations publiques que privées. Donc, toute organisation qui collecte, traite ou divulgue des renseignements personnels concernant des citoyens québécois. Donc, de façon très large, ça s'adresse à ces organisations de cette façon. Et c'est ça. Donc, ça va leur imposer des responsabilités additionnelles par rapport à ce qu'il y avait déjà en place depuis 1982 même. Alors, sachez que
tout renseignement personnel qu'on détient. Et dans le contexte scolaire, on a des résultats scolaires, l'emploi du temps, comportement en ligne. Donc, tout ça relève du droit à la vie privée. Comme je disais, depuis les années 80, c'est en place. Par contre, on se rend compte que les gens sont plus ou moins au courant et le respectent à des façons euh, très différentes d'une organisation à l'autre. Alors, c'est pourquoi la loi 25 est venue renforcer ça. Et c'est vraiment pour camper des obligations légales pour qu'on soit sûr de bien respecter les lois, bien protéger les renseignements personnels. Donc, c'est ça qui est important au niveau de la loi 25. OK. Donc, ben, pourquoi en fait on parle de la loi 25 en contexte scolaire? C'est parce que, comme vous allez le voir, il y a quand même eu une évolution là, quant à la technologie. Donc, on commence avec l'école 1982. Ben, on a, tu sais, papier, crayon. OK, oui, début des ordinateurs, mais on conçoit que la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des données, là, étaient vraiment plus stockées en format, tu sais, physique, là, papier, crayon. Donc, ça rendait ça un petit peu plus difficile, en fait, là, de faire un vol de données dans le sens où les données étaient moins omniprésentes. École 2001, technologie, bon, ben, ordinateur, Internet, début des réseaux sociaux, on commence à avoir des données qui commencent à se propager, se partagent un peu, mais encore là, c'est moins omniprésent. Et là, ben, on avance aujourd'hui à notre école où, ben, évidemment, dans le réseau scolaire, là, je ne sais pas si je peux l'avancer une petite couche. Ouais, merci. Dans le fond, ben, aujourd'hui, on a évidemment une omniprésence du numérique. Ça amène évidemment des super bons côtés, mais ça amène aussi évidemment. Oh, ils écoutent sur une autre plateforme. Ok, désolé, c'est pas moi. Mais donc, qui dit omniprésence en fait du numérique, dit aussi ben, évidemment que ben, nos données sont potentiellement partout accessibles. Il y a plein de portes d'entrée pour aller chercher les données et c'est là où justement, une loi comme la loi 25 vise à rectifier un peu ça, puis mettre un peu là, des freins pour fermer des petites portes. Là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on en parle. Euh, on peut Si avancer. je précise, David, Julie, là, c'est moi qui ai le contrôle des diapos, là, si vous voulez. Parfait. Donc, juste à me faire signe si je suis dans la lune. On va sonner la petite clochette comme on Ouais, fait. c'est bon. Donc, tu sais, on vous donne là, évidemment, c'est une caricature, mais on vous fait un peu, tu sais, le filon. En fait, là, ce que vous voyez à l'écran, là, c'était la perception des risques dans les années 40, là, donc dans un contexte de guerre. C'était une affiche de propagande, puis là, tu sais, juste suivre la petite logique, là, dans le fond, tu sais, on dit, bon, ben parfait, là, attention, une indiscrétion peut causer une catastrophe. Là. Le soldat qui dit à sa fiancée, on part demain, là, tu sais, on s'en va. Là, la fiancée reçoit ça, dit ça à son père en parle au club, il y a un espion qui l'entend, l'espion avertit le saboteur, puis là, boum, quelque chose arrive, mais c'est comme un processus qui est très analogue, là, c'est comme du bouche à oreille. Aujourd'hui, on n'est vraiment plus là-dedans. On s'entend qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a une multitude de portes d'entrée. Et en fait, une indiscrétion peut subvenir vraiment, vraiment, vraiment plus facilement et potentiellement avoir des risques très, très graves aussi parce que nos données sont vraiment massivement stockées. Là. Donc, c'est là où ça devient vraiment encore plus important de faire attention. Vous allez voir exactement. Donc, on vous donne deux exemples concrets. Évidemment, il y en a plein d'autres. On vous en donne deux. Donc, pourquoi protéger nos données? Bien, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. En 2017-2018, il y avait des informations personnelles là, de à peu près 360 000 enseignants québécois qui avaient été compromises. Des données sensibles, des numéros d'assurance sociale, des noms, des dates de naissance. On se rappelle aussi des jardins, par exemple, où ça aussi, là, ça a vraiment marqué l'imaginaire collectif. Il y a eu des grosses fuites de données. À gauche, que vous voyez, ça, c'est une fuite de données sans notre consentement. C'est vraiment une personne mal intentionnée. Mais il y a aussi la protection de nos données, des fois, contre nous-mêmes. Parce que, ben, des fois, d'un point de vue peut-être un peu plus éthique, ça peut avoir des conséquences à long terme. L'exemple qu'on vous a mis, c'est le candidat caquiste à Rimouski qui a mis son parti dans l'embarras parce qu'il avait publié une photo de lui bon, vous le voyez, là, qui n'est pas super flatteuse. Puis, ben, ce que tu trouves bien, bien drôle, un matin, un samedi soir, quand tu as 19-20 ans, ben, l'Internet, ça a une mémoire longue. Fait que ça se peut que plus tard dans ta vie, ça vienne te hanter, puis ces choses-là restent là. Donc, c'est pour ça où c'est vraiment important de sécuriser nos données. Puis, je refais un petit parallèle avec quand je parlais de ces pensées critiques en début. Là, ben, oui, il y a l'aspect OK, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des personnes mal intentionnées, mais il y a aussi, tu sais, est-ce que j'ai vraiment envie de publier ça? Est-ce que dans 5 ans, je vais trouver ça aussi drôle que maintenant? Donc, il y a aussi cet aspect-là là, qui est à considérer.
Et je me pose la question, David, en même temps, est-ce que c'était vraiment lui qui avait partagé cette photo de lui-même ou c'était quelqu'un, un ami, peut-être, qui trouvait l'événement Ah, cocasse? Il y a ben oui, peut-être ça exact. aussi. Puis, ce qui ramène aussi à ce qu'on fait dans les écoles, là. Parfois, on peut prendre des photos d'élèves dans certaines situations qui, sur le coup, sont cocasses, mais 10 ans plus tard, peut-être que ça peut les mettre dans l'embarras. Ben, tout à Mais fait. Ou tu sais, les photos de nos enfants aussi, tu sais, parce qu'on a, puis on va en parler un peu plus plus tard, mais tu sais, techniquement, on a le consentement sur nos enfants jusqu'à un certain âge, mais tu sais, mais si je prends une photo de ma petite fille de 3 ans dans une situation un petit peu cocasse parce que moi, je la trouve bien mignonne, ben peut-être qu'à 3 ans et demi, ça passe. Peut-être qu'elle rendu à 10 ans, ça ne tentera plus que ce soit là, tu sais, puis que ça va avoir d'autres répercussions. Puis elle n'a pas choisi que je publie cette photo-là. Tu sais, donc, effectivement. le classique des années 90, là, vous avez sûrement tous un vieil album de photos avec les photos de nus dans le bain. Là, c'est une pratique qui a changé, hein. Aujourd'hui, on voit de moins en moins ça et heureusement, je dois dire. Donc, pour revenir à l'essence de ce qu'est la loi 25, au risque de me répéter, les différentes lois, dont le droit à la vie privée, c'est vraiment ces lois-là qui viennent protéger les renseignements personnels de façon générale dans le grand public. Au niveau des organisations scolaires, dont 1982, loi sur la protection des renseignements personnels des organismes publics, c'est ça les lois importantes qu'il y a à connaître depuis 30 ans. La loi 25, en fait, est venue, encore une fois, je le répète, renforcer ces lois-là par trois phases qu'on va voir à l'instant. Concrètement, dans le fond, qu'est-ce qui relève de la loi 25? On trouvait important de le souligner. Alors, première des phases dans les organisations. Et là, si vous êtes enseignant ou professionnel dans une école ou peu importe, c'est pas des choses qui relèvent de vous directement, mais sachez que les organisations doivent mettre ça en place. Alors, il doit y avoir une personne nommée responsable de la protection des renseignements personnels dans l'organisation. Première des choses. En général, ça a été fait assez facilement. Deuxième, troisième étape, donc, d'avoir un registre des incidents de confidentialité. Alors, dès qu'il arrive un incident de confidentialité, en principe, on est supposé le répertorier dans le registre. Il n'y a personne qui va aller nécessairement voir ça tous les jours. Il ne faut pas signaler ça à la commission d'accès à l'information nécessairement, mais c'est juste de le consolider à quelque part, de le noter à quelque part et faire un inventaire de tous les renseignements personnels que l'organisation détient sur les élèves, sur les parents et sur les employés. Alors, je vous laisse deviner que c'est énormément de renseignements qu'on peut avoir dans les organisations à ce niveau-là. Donc ça, c'est une première phase. Je rappelle, la loi a été votée en 2021. La première phase devait être terminée pour septembre 2022, grosso modo. Alors, en général, les organisations se retrouvent pas mal là-dedans et une partie est faite à ce niveau-là. La deuxième phase qui était due pour septembre 2023, c'est là que ça se corse un peu parce que là, c'est beaucoup de travail et c'est très long à faire. Alors, on doit réviser tous les processus internes de collecte de consentement. Alors, aujourd'hui, ce que j'aurais à vous dire, ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est que si un enseignant ou une école euh, décide de faire un formulaire de consentement par lui-même, tout bonnement, là, en ayant des belles intentions, il faut faire attention parce que, à mes yeux, puis c'est mon opinion personnelle, un formulaire de consentement pour rassembler récolter des renseignements personnels et tout ça, ça doit vraiment être fait de façon pour être valide légalement. Alors, ça prend une formation légale pour être capable de faire un bon formulaire qui est valide légalement. Alors, ce sont des avocats, des notaires, des centres de services scolaires qui seront en mesure de faire les formulaires en tant que tels. Alors, il y a tous ces processus-là qu'il faut mettre en place. Il faut faire des formulaires pour l'ensemble des écoles dans notre organisation, par exemple, les transmettre, les divulguer, que les gens soient au courant. Alors, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, puis c'est en branle dans les organisations. Deuxième chose, c'est la politique de confidentialité, les processus internes, par exemple, le traitement des plaintes. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une plainte en lien avec les renseignements personnels? Justement, tous les formulaires, la façon de récolter des informations, où on les met, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et finalement, le troisième morceau, qui le dernier non le moindre de cette phase-là, réaliser des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, des EFVP dans notre jargon. Ce que ça représente, et là, je trouve ça important de le retenir pour les enseignants. Je le sais, vous voulez avoir accès à des applications. Pour ce qui est du numérique, par exemple, vous voulez utiliser une application ou un autre en disant, oui, pédagogiquement, c'est génial ce que je peux faire avec ça, mais malheureusement, l'organisation, les techniciens d'informatique me bloquent l'application pour différentes raisons. Ou l'application, on me dit que l'application n'a pas encore été approuvée par l'organisation. En fait, la loi 25, ce qu'elle oblige les organisations de faire, c'est vraiment d'évaluer chaque plateforme
Donc, quelles données sont récoltées par la plateforme? Où sont hébergées les données? Qui a accès à ces données-là? Alors, tout ce processus-là pour une seule application, ça peut être plusieurs heures en équipe, soit des techniciens informatiques, des conseillers pédagogiques récits qui sont souvent interpellés. David entre autres, travaillé dans ces évaluations-là. C'est vraiment le fun. Puis, oui, pardon? Des heures de plaisir, c'est vraiment le Oui, fun. des heures de plaisir. Et donc, on s'entend qu'il y a des plateformes que c'est une compagnie aux États-Unis, qu'il faut leur écrire, attendre leur retour. Donc, ça peut être très long. Et aussi, au niveau des avocats de l'organisation, c'est eux qui doivent aussi valider l'aspect légal. Alors, les avocats valident l'aspect légal, les techniciens d'informatique valident l'aspect technique, puis souvent les conseillers pédagogiques ici, on valide l'aspect pédagogique. Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce qu'on a d'autres outils qui sont disponibles? Donc, les EFVP, c'est une nécessité, on est supposé le faire. Et sachez que dans différentes organisations, la façon de procéder n'est pas nécessairement la même. Il y en a qui vont dire tout ce qui a été déjà accepté dans le passé, qu'on utilise déjà, ben, on va continuer à l'utiliser et on fait une évaluation seulement pour les nouvelles applications. Ou à l'inverse, il y en a qui vont dire ben, on est mieux de tout empêcher d'utiliser et d'y aller au compte-gouttes. Alors, c'est vraiment différent d'une organisation à l'autre et on le sait, ça crée beaucoup de frustration. Les délais sont longs. Un enseignant qui veut utiliser une application, ça peut prendre jusqu'à 5, 6, 7 mois avant que le processus soit terminé parce qu'il y en a énormément et ça, c'est à faire pour chacune des applications qu'on utilise. D'où la pertinence d'utiliser les outils Microsoft dans la suite Office 365, par exemple, qui généralement dans toutes les organisations tous les centres de services scolaires et les commissions scolaires sont déjà mis en place et approuvés. Mais quand on sort de là, il y a des évaluations à faire, donc ça peut être plus complexe à ce niveau-là. Et la dernière phase, qui est somme toute plus technique, on la présente là, rapidement, mais en gros, le droit à la portabilité des données, ce que ça implique, c'est qu'un élève, un employé ou quiconque dans le fond, une organisation qui détient des renseignements sur une personne, cette personne-là a le droit de demander quels renseignements vous détenez sur moi. On peut demander de supprimer tous les renseignements que l'organisation détient sur la personne. Alors, sachez que n'importe quelle compagnie privée, entreprise privée, présentement, qui détiennent vos données, que vous avez créé un compte en ligne ou peu importe, ben, vous avez le droit de demander de supprimer les renseignements qu'ils détiennent sur vous. Par contre, sachez que si l'entreprise est au Québec, bien sûr, elle a l'obligation de le faire. Quand l'entreprise est dans un autre pays, ben là, ça peut être un peu plus compliqué de le faire. Donc, voilà pour ça. Alain? Merci Alain pour cette Oui, mise en contexte de l'implantation de la loi 25 qui est essentielle avant qu'on tombe dans le côté plus mise en situation. Mais oui. je pense que déjà David aimerait lancer une question à nos participants En pour fait, voir qui est dans la salle. c'est ça exactement. Là, dans le fond, Alain nous a fait une super mise en contexte, mais là, ça a l'air de rien, OK, mais on vous le promet, là, comme ça va être dynamique, là, puis là, vous allez être interpellés à faire plein de choses, OK, dans le cadre de l'atelier. On ne va pas juste comme rester dans les cadres légaux, là, on vous le promet, mais c'était quand même nécessaire de commencer par ça. On va vous lancer une petite question ou clap à cette étape-ci avant de rentrer un peu plus loin dans le vif du sujet. Pour savoir, donc là, je ne sais pas, les organisateurs, organisatrices, si vous pouvez afficher le WooClap, là, vous me direz si c'est fait. Dans le fond, parce qu'on veut savoir, en fait, pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous a motivé parmi la panoplie d'activités super, toutes les plus intéressantes les unes que les autres? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir nous voir avec la loi 25? Donc là, j'affiche en ce moment le code QR. Je ne sais pas si on le voit. On voit le code QR? En fait, oui, moi, je le vois, j'ai basculé d'onglet, mais Ah, oui, vous on le le voyez, voit, on nous parfait. confirme. Merci, Merci. Lina Boutissé, très apprécié. Donc, je vous laisse un petit. Donc là, tu peux juste voir, il y a combien de personnes? Il y a 9 personnes, 12, 13. Je vais vous laisser un peu de temps parce que je ne sais pas, il y a combien de gens, en fait, qui nous écoutent. Oui, pendant que les gens se connectent, je ne sais pas si au niveau de la régie, on peut nous dire dans notre Ouais, juste pour calendrier que j'ai combien une on idée est. de. On est curieux quand même. Puis pour savoir aussi combien de personnes j'attends. C'est comme là, j'en ai 17. Est-ce que c'est 17 sur 20 ou c'est 17 sur 175 000? Hmm. En toute transparence, ce matin, on est avec vous dans un format qui est assez inhabituel pour nous. Là. On est un peu seul dans une salle Zoom et on ne sait pas qui est avec nous dans cette formation. Donc, on espère que vous êtes là, nombreux, prêts à avoir les mains sur le bouclap là, pour les étapes de participation qui s'en viennent.
malgré notre grand intérêt pour la loi 25, qui en fait découle plutôt de notre grand intérêt à innover, disons, de manière responsable Mm. et critique. On sait que c'est un sujet qui peut ne pas être le plus couru et on comprend aussi pourquoi. Donc, bravo, bravo, bravo d'être là ce matin avec nous, d'avoir fait ce choix-là pour la loi 25. Et on espère vraiment que vous allez repartir de l'atelier avec ce que vous êtes venu chercher, mais aussi vraiment des réflexions et peut-être même un outil d'animation que vous allez transposer dans votre milieu. Exact. Là, j'ai Là, 25. je dis, on est 25 participants, c'est un signe, on peut y aller peut-être. C'est ce que je me dis, hein, on a 25, ça a l'air d'être stable. D'ailleurs, là, j'en profite aussi pour vous dire que ceux qui sont connectés au WooClap, là, on fait une petite question. Après ça, on va revenir dans la présentation, mais gardez-le pas loin, le WooClap. Quittez-le pas parce qu'il va y avoir après ça des petites mises en situation qui vont suivre. Fait que, c'est pour pas qu'on retourne tout le temps. Voilà. Fait que là, ça semble s'être stabilisé. Donc, on va partir. Donc, je voulais mentionner, mais donc, je vous repose la question, pourquoi avez-vous choisi cet atelier ce matin? Est-ce que c'est plus dans une optique de vous initier, creuser quelque chose que vous connaissez déjà, échanger un peu avec les autres? Là, moi, j'ai suivi la consigne d'afficher mon écran qu'on est supposé voir. Si on ne le voit pas, vous me le dites, OK? Ben, les réponses commencent à rentrer, donc ça a l'air de marcher. Avoir des pistes concrètes à réinvestir, ça, j'espère que ça va être le cas. C'est un peu aussi notre objectif. Donc, tant mieux, consolider les connaissances, excellent. Poser des questions, oui, tout à fait. Évidemment, on va pouvoir prendre des questions, m'outiller en vue d'une formation, donc plus ou moins, creuser un sujet. M'initier sur le sujet à date qui prend quand même une bonne part, là. Donc, beaucoup de personnes là, qui s'intéressent à ça, mais qui n'ont pas nécessairement encore les connaissances qu'elles aimeraient avoir. Plusieurs consolidés. Bon, je vais attendre, il manque encore 7 réponses. On est rendu à 27 d'ailleurs dans le bouclap, pour ceux qui se posent la Et question. je pense qu'il y a eu un petit délai aussi dans la possibilité pour les gens de répondre au CLAP, là, parce que Christine nous a avisé par l'entremise de la plateforme de clavardage externe qu'elle n'avait pas accès à la question. Donc, il y a peut-être eu un petit délai. Bon, les gens peuvent maintenant se connecter et répondre. Parfait. Bon, ben oui, ça rentre. On est rendu 28 maintenant. Je vais attendre un petit peu encore, il n'y a pas de problème. Et là, pour ceux qui voudront cocher pour répondre, pour poser des questions, vous n'avez pas accès au clavardage, mais comme je le mentionne, il y a une plateforme où vous pouvez poser vos questions. Donc, on s'assurera de la consulter là, et de répondre sur le vif lorsqu'elles apparaissent. Fait qu'il y en a certains qui connaissent déjà le sujet. Peut-être que le petit topo qu'Alain nous a fait sur la loi 25, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, on le revoit, on le revisite de manière un peu synthétique et rapide. Certains, par exemple, sont ici plus pour s'initier, donc n'avaient peut-être pas ces petites bases-là. Tout à Mm. fait. Écoute, Puis en on même est, temps, même si par expérience, même quand on connaît bien, je discute avec différentes personnes, il y a toujours une question de nuance, d'interprétation et tout. Donc, même comprendre les phases à mettre en place que je viens de présenter, dans le fond, pour les organisations, ben, c'est peut-être quelque chose qui relève des employés en tant que tel, mais on a quand même une responsabilité en tant qu'employé. Alors, c'est de nuancer tout ça. Tout à fait. Écoute, on est pas mal stable avec 24. Ouais, Fait que je pense qu'on parfait. peut enchaîner. Puis, c'est ça, la plupart viennent consolider, soit s'initier ou consolider quelques questions. Parfait. Je pense que Merci, vous êtes à la David. bonne place. Donc, on peut revenir à la présentation. Donc, je vais continuer, poursuivre. Donc, en principe, devrait voir la diapositive sur les sanctions et conséquences. Alors, oui, il y a des sanctions, malheureusement, et je pense que c'est quand même un levier intéressant. Souvent, quand on veut initier des changements, ben, d'avoir des sanctions, l'obligation de changer par des lois, ben, c'est un petit levier qui est un peu plus concret et puissant, on va dire. Alors, je tenais important quand même de nommer, pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence, à ma connaissance, il n'y a pas eu de poursuite en lien avec la loi 25. Il y a probablement eu des poursuites en lien avec la loi sur l'accès, donc la protection des renseignements personnels de façon générale. Mais sachez qu'au niveau de la Commission d'accès à l'information pour les organisations publiques, il peut y avoir des infractions. Alors, infractions je ne veux pas dire mineur, je ne veux pas évaluer nécessairement les infractions en soi, mais pour certaines infractions, donc 1 000 à 10 000 pour une personne physique et de 3 000 à 30 000 pour les organisations. Et au niveau des infractions plus graves, ben, ça peut aller jusqu'à 100 000 pour une personne, 150 000 pour une organisation. Et dans ce cas-ci, ben, on s'entend que ce serait des cas plus graves, donc des personnes qui se sont fait voler leur identité, un vol de dossier de crédit, tout ça. Donc, on va y revenir à ce niveau-là.
Et là, c'est quoi un incident de confidentialité qui peut mener à ces sanctions-là? En fait, un incident de confidentialité, c'est tout accès, utilisation, diffusion de renseignements personnels qui n'étaient pas autorisés, qui n'étaient pas faits dans le cadre des consentements et de la nécessité dans le cadre de l'emploi. Ça peut aussi être la perte de renseignements personnels ou toute autre atteinte. Puis là, un incident de confidentialité, pour moi, on dirait que c'était quand même très théorique là, sur papier, en lien avec la loi 25, jusqu'au jour où je donnais une formation dans un centre de service et que le conseiller pédagogique là, qui m'a écrit à la dernière minute, hey, je pourrais pas être là finalement ce matin, ça se peut que j'arrive un peu plus tard. Donc, il est arrivé à la course en plein milieu de l'atelier, mais en sueur. Là. Il avait très, très chaud. Là, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, il y a eu un incident de confidentialité. C'est là que j'ai compris la gravité quand même pour un centre de service, pour un établissement, de vivre un incident de confidentialité parce que les conséquences peuvent être assez compromettantes. Donc, le but est d'éviter les incidents de confidentialité et lorsqu'ils ont lieu, de les consigner dans le registre. Mhm. Et je me permets un petit complément. On s'entend qu'une cyberattaque, toute la base de données de l'organisation a été volée. On s'entend que là, c'est un gros problème d'incident de confidentialité. C'est un gros incident à considérer. Versus en parallèle, un incident qui est très banal, qu'on voit tous les jours dans les écoles. J'aime beaucoup donner cet exemple, mais un ordinateur portable d'un employé qui est laissé ouvert. L'employé va aux toilettes, va chercher une feuille ou photocopieur, peu importe. Et quelqu'un peut avoir accès à l'ordinateur, avoir accès au courriel, à différentes choses. Alors, petite astuce à ce niveau-là, je vous le partage à l'instant, la touche Windows plus L sur votre clavier. Si vous voulez verrouiller rapidement, faites-le pas à l'instant, là. Euh, donc, vous allez nous perdre. Mais pour verrouiller rapidement l'ordinateur en deux clics, moi, personnellement, c'est devenu une habitude. Je n'y pense même plus et je le fais toujours dès que je me lève de mon ordinateur. Alors, c'est le genre de petit incident de confidentialité qui peut arriver. Alors, on essaie de prévenir tout type d'incident. Alain est vraiment la voix de la raison hein, dans cet atelier. C'est lui qui a les meilleures pratiques là, à vous conseiller. Moi, je suis un peu la voix, la voix du mal. Non, c'est pas vrai. J'essaie d'avoir de bonnes pratiques, mais j'ai aussi vraiment, j'ai encore des pieds dans la classe. Et je sais que quand mes élèves sont en train de faire un travail, que je projette des consignes à l'écran, mon ordinateur est ouvert et accessible, mais parfois, je dois courir à la salle de bain. Donc, je vais essayer, Alain, de faire tes trucs et de mettre en place de meilleures pratiques. Mais je comprends aussi les enjeux que ça peut représenter au quotidien. Et comme tu le mentionnais, là, il y a différents préjudices possibles, certains moins graves, d'autres plus sérieux. Donc, il y a une évaluation quand il y a un instant de confidentialité là, du niveau de préjudice possible. Puis j'ai envie de vous ramener à un événement qui s'est passé assez récemment là, avec la plateforme utilisée par les services de garde pour aller chercher les enfants à l'école. Hop, hop, si je ne me trompe pas sur le nom, là, j'étais pas abonnée. Alain. Je faisais partie de ces gens qui refusaient de donner ces données. Euh, puis, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de préjudice sérieux, étant donné que l'incident de sécurité euh, a été découvert par des parents qui travaillaient en cybersécurité et qui ont relevé des failles, qui ont relevé des préjudices potentiels avec l'application. Donc là, aussitôt que ça a été nommé, on a cessé l'utilisation. Les centres de service, en fait, sont intervenus, puis vont revoir comment est-ce qu'on peut avoir une plateforme là, qui assure la sécurité, autant des enfants que des parents. Puis, par exemple, dans une autre situation, si on avait vraiment utilisé de manière malveillante les données accessibles, ben, on aurait pu avoir de préjudices sérieux, notamment des atteintes à la réputation, des atteintes au dossier de crédit, perte financière, perte d'emploi, vol d'identité, mais aussi il y avait des inquiétudes au niveau là, de l'accès à la localisation des enfants dans ce cas-ci, de l'accès à leurs photos. Donc, quelqu'un de malveillant aurait pu vraiment là, aller vers des préjudices assez majeurs. Puis je me permets, encore une fois, un petit complément. Dans la responsabilité de l'organisation, quand il y a un incident de confidentialité qui n'est pas ce qu'on voit à l'écran, on le met dans le registre, on met ça de côté, il est inscrit, il est répertorié et c'est suffisant. Si un jour la commission d'accès à l'information demande à l'organisation, j'aimerais voir ton registre d'incidents de confidentialité, bien, on lui fournit, on dit, regardez, on fait bien notre travail, puis ça s'arrête là. Dans le cas d'un préjudice sérieux, comme on voit à l'écran, il y a des mesures additionnelles à faire. Donc, l'organisation doit contacter la commission d'accès à l'information
d'information pour signaler vraiment l'incident de confidentialité quand c'est plus majeur. Donc, petite nuance, mais encore là, ça ne relève pas des enseignants ou des directions d'école nécessairement. Là, c'est plus dans les hautes sphères de l'organisation que ça se fait. Je... Merci, pardon. OK, donc, ben, évidemment, depuis le début, on n'arrête pas de parler de renseignement personnel. Qu'est-ce qu'un renseignement personnel? Ben, dans le fond, vous voyez à l'écran, là, c'est un renseignement qui permet d'identifier une personne physique, soit directement ou indirectement. Donc, c'est des renseignements personnels qui sont confidentiels, qui découlent de la vie privée, puis essentiellement sur lequel vous avez donc le pouvoir d'exercer un certain contrôle, là. Tu sais, autrement dit, c'est à qui est-ce que je donne ces renseignements-là et qu'est-ce que cette personne-là fait avec ces renseignements-là. Ben, tu sais, donc, vous avez, c'est de votre ressort essentiellement. Et c'est là où, quand on parle d'une fuite de données, c'est quand justement il y a quelque chose qui arrive ou un incident de confidentialité, justement, c'est quelqu'un se sert de données dont il n'aurait pas dû avoir accès. Et pour déterminer, en fait, voilà, merci pour déterminer quels renseignements sont plus sensibles, moins sensibles dans la grande catégorie des renseignements personnels, hein, parce qu'on s'entend, ils ne sont pas tous égaux, les renseignements personnels. Il y en a des plus sensibles. Ben, on a une échelle ici qui, je dois le dire, n'est pas appliquée partout. Ce n'est pas une loi, là, ce que vous voyez à l'écran, ni un règlement unilatéral. C'est le Centre des services en fait, des Rivières-du-Nord qui s'est penché sur la question et ils ont représenté, c'est quoi pour eux la sensibilité de chacun des renseignements personnels. Or, c'est un peu du ressort de chacun des centres de services, en fait, même de chacun des organisations, même externes au niveau scolaire, là, mais pour nous, en ce qui nous concerne dans le réseau scolaire, c'est vraiment chacun des centres de services qui va venir déterminer quels renseignements personnels sont plus ou moins sensibles selon nous. On comprend ici que quand même, il ne devrait pas avoir des méga grosses différences. Là, quand même, on s'entend qu'un numéro d'assurance sociale, on est d'accord que unilatéralement, c'est quand même un peu plus sensible que connaître le nom et le prénom d'une personne. Mais peut-être qu'il y a des centres de services qui auraient une plus grande échelle, une plus petite échelle. Non. Mais ça vous donne quand même un barème. Et là, vous voyez, en fait, ce sont des grandes catégories. Puis vous voyez, par exemple, j'attire votre attention sur la catégorie orange brûlé, bref, elle. On a, par exemple, numéro d'assurance sociale, numéro de carte de crédit, mais on a aussi état matrimonial, origine ethnique, religion. Et là, il y en a peut-être qui se posent la question, OK, mais moi, personnellement, entre que quelqu'un connaisse mon origine ethnique ou mon numéro d'assurance sociale, le choix est vite fait. Effectivement, mais encore là, il faut toujours se rapporter au contexte aussi. C'est sûr qu'avoir un numéro d'assurance sociale de quelqu'un, ça permet quand même de faire des dommages là, pour une personne mal intentionnée. Ceci étant dit, l'origine ethnique peut aussi représenter une donnée très, très sensible. Tu sais, moi, David Choquette-Laplante, tu sais, mâle blanc, à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme personne qui s'étonne tant que ça de mon origine ethnique, il n'y a personne qui va être capable de me cibler avec mon origine ethnique nécessairement. Mais par contre, tu sais, dépendamment, là, on s'entend, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais dépendamment d'une certaine origine ethnique, religion, l'endroit où tu te situes, tu sais, à Montréal, bon, encore une fois, peut-être que c'est un peu moins sensible. À Sept-Îles, peut-être que ça te permet de t'identifier un petit peu plus facilement. Donc, c'est là où il faut toujours se rapporter aussi au contexte dans lequel ces données-là sont prises. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi, et potentiellement aussi le dommage que ça peut faire. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est dans la même catégorie. Après, c'est là où on dit où ça varie aussi selon les endroits. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas une échelle universelle non plus. Oui, puis un exemple concret, c'est quand on parle de perte d'emploi qui est dans un préjudice grave, ben, par exemple, quelqu'un qui postule et qui va donner son origine ethnique ou la religion dans le formulaire, ben, un employeur pourrait avoir des opinions personnelles qui font en sorte que non, je ne t'engage pas parce que tu es de telle religion, de telle appartenance, telle origine. Et c'est là le préjudice, en fait, et la perte de renseignements personnels peut causer ça. Donc, c'est vraiment toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Exactement. Peut-être préciser que ça, c'était le classement qui a été fait par le Centre d'études scolaires Rivière-du-Nord. Mhm. Par contre, dans la commission d'accès à l'information, là, il y a quand même une catégorie de renseignements personnels qui sont considérés comme sensibles. Donc, c'est vraiment quelque chose au sens de la loi. Mais après, qu'est-ce qu'on met dans sensible, là, c'est au regard du contexte. Oui, on va y revenir tantôt. Yes. Donc, Bon, on arrive et à là, nos études de cœur. oui, c'est rendu le bout. Ça, c'est le bout le fun. OK? Ben, c'était déjà le fun. C'est le bout de plus le fun. OK? Parce que là, en fait, pour vous montrer à quel point c'est pas simple, puis à quel point nous, souvent, ce qu'on vit, puis là, tu sais, je parle en mon nom, mais certainement d'autres personnes vont se reconnaître. Tu sais, on vit beaucoup de frustration parce qu'on est avant tout des pédagogues, puis on veut donc bien avoir une plateforme cool pour que nos élèves réussissent, puis ça m'aiderait donc bien à faire des rétroactions puis de la différenciation. Mais, tu sais, des fois, on se fait un peu mettre des bâtons dans les roues, mais on ne se fait pas tant expliquer pourquoi. OK? Et là, bien évidemment, c'est frustrant.
là, on va faire un peu l'envers du décor. Donc, on va vous mettre dans la peau de personnes qui sont en charge d'évaluer le niveau de risque de différentes pratiques. OK? Et là, quand on vous dit, il y a des nuances et c'est un peu, oui, c'est une loi, mais en même temps, dans l'application, c'est un peu libre d'interprétation puis de c'est quoi ton niveau de risque acceptable pour toi. C'est là où vous allez voir que c'est une question qui est très complexe. Donc, on va vous présenter des études de cas dans OOCLAP. Et pour chacune des études de cas, vous allez avoir à nous dire sur une échelle de 10, laquelle, en fait, c'est quoi le niveau de risque pour vous que ça représente? 0 étant, il n'y a aucun risque, pas de problème. Et 10 étant, c'est ultra risqué, on ne le fait pas, on le barre tout de suite. OK? Et je pense que, puis évidemment, on va faire des petites discussions suite à ça. On va vous encourager à jaser, en fait, nous expliquer là, pourquoi vous avez mis ce que vous avez mis, est-ce qu'il y a des trucs qui ressortent pas. Puis ben, vous allez voir, donc, je le répète parce que c'est vrai, vous allez voir que ce n'est pas simple. OK? Donc, vous allez pouvoir vous rapporter en fait, à l'écran, vous allez pouvoir réafficher le WooClap. Je vais vous lire les 2 premières mises en situation. Vous allez devoir les coter sur 10 et donc, en même temps, nous dire laquelle, selon vous, qui est la plus risquée. OK? Donc, je change la diapositive ici et donc, les organisateurs, on va pouvoir mettre le WooClap. Je vous lis les 2 mises en situation. Je vais vous laisser là, pas mal de temps pour répondre. Là, tantôt, c'était à peu près 25 personnes là, qui avaient répondu. Donc, mise en situation 1. Les accompagnateurs ont pensé à tout. Au cas où l'accès à Internet serait difficile, attends un petit peu, oui, il manque le titre dans le WooClap, hein, c'est quand même intéressant d'avoir le titre. C'est le départ pour un voyage en Équateur. Okay? Donc, c'est le contexte d'un voyage en Équateur avec les élèves. Donc, les accompagnateurs ont pensé à tout. Au cas où l'accès à Internet serait difficile, ils ont prévu une clé USB avec des listes de contacts d'urgence, des renseignements médicaux, les photos des passeports des élèves. Tout est prêt. Situation 2, une photo de toutou sur les médias sociaux. Afin de préparer leur présentation orale, les élèves de Mme Martine doivent, avec l'aide de leurs parents, déposer une photo de leur toutou préféré sur un digipad partagé à tous les parents. L'enseignante demande de s'assurer que seul le toutou est visible sur la photo, donc rien d'autre. Donc, on vous demande, sur 10, à combien évaluez-vous le risque? Pardon, désolé, je t'ai pas en place. Déjà, on peut voir qu'il y a quand même une grosse disparité. Il y en a un qui c'est comme non, on ne le fait pas, on va mourir. Puis l'autre, c'est ça se fait. Et quand même, pour la deuxième mise en situation, c'est très divisé, l'évaluation J'allais du niveau dire, de hein, risque. la moyenne, c'est 2,7, mais en fait, si on regarde, c'est pas tant le reflet du vrai portrait parce que vous avez tous, en fait, pas mal une interprétation différente. Puis ça va être vraiment intéressant d'en discuter. Super, ça nous donne quand même une bonne idée là, de votre évaluation du niveau de risque. J'attendrai peut-être un petit peu les réponses continuer de rentrer. Oui, Là, on est oui, rendu à 30 personnes dans le WooClap, puis tantôt, il y avait comme 24-25 personnes. Fait que je laisserai peut-être un petit 2-3 minutes encore. Ouais. Puis, je me suis permis, question de m'assurer que c'était bien le bon écran qui était diffusé entre-temps. Je dis, j'ai ouvert la présentation que les gens voient dans mon autre écran, puis je confirme, il y a un petit délai là, de 6, 7, 8 secondes. Là. Donc, bon. Pour ça, des fois, ça peut prendre du temps avant que ça rentre. Mais c'est bien intéressant, en tout cas, j'ai tout là, puis... Tu nous entends en double, ça va être vraiment agréable. Non, j'ai coupé le son dans l'autre. Okay. Sinon, ça serait infernal. Donc, écoute, c'est vraiment, on est rendu avec une situation 2, rien ne va plus, c'est le chaos. Tout le monde se chicane. Il y a des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, des 7. À l'inverse, la situation 1, il y a beaucoup de 10, un peu de 9. Il y a un 4 que je serais quand même curieux d'entendre. Puis là, pendant que les questions finissent, les réponses finissent de rentrer, on ne va pas vous donner la réponse. OK? C'est comme anciennement un cours de CR, c'est un peu franchement pour ça. Genre, on n'a pas la réponse. On va juste en dialoguer parce qu'en fait, si ceux qui ont bien suivi jusqu'à maintenant, il n'y en a pas une réponse. La réponse varie d'un CSS à l'autre. Il y a des CSS qui vont dire nous, on est prêts. Dans le fond, la réponse, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de bris de confidentialité. Il ne faut pas qu'il y ait d'incident de confidentialité. Il ne faut pas qu'il y ait d'informations sensibles qui fuitent. Il faut limiter les dégâts. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Après, la façon de le faire, c'est libre à tous et chacun. Il est où, moi, en tant que CSS, mon risque? Où est-ce que je trace la ligne? Où est-ce que je ne la trace pas? Puis là, ben, je pense que vous le voyez que si vous étiez tous des dirigeants de différents CSS, la question des toutous, ce serait vraiment, vraiment, vraiment opposé d'une région à l'autre. Donc, je pense qu'on peut y aller.
La mise en situation 1, on va commencer par celle-là. Moi, en fait, j'aurais 2 questions. La première, ce serait, la plupart, vous entendez pour dire que c'est relativement risqué. Ceux qui ont mis un gros risque, je serais curieux de savoir pourquoi. Et la personne qui a mis un 4, je te pointe du doigt et je te demande si tu es d'accord. Est-ce que tu voudrais aussi nous expliquer, il n'y a pas de problème si tu veux pas, OK, il n'y a pas de stress, mais si tu voulais aussi nous dire pourquoi tu as mis 4, pourquoi, selon toi, c'est pas tant que ça un risque? Donc, je vous laisse la parole. J'ai aucune idée comment ça marche dans Zoom, les droits de parole. Fait que, On ne peut pas passer la parole, on David. peut En fait, pas. les gens Mais ont non, c'est bien seulement trop bien. accès à la plateforme C'est dans la de plateforme du questions, chat. là. Tu as bien Donc, raison. Fait qu'on vous laisse un peu le temps pour l'écrire. Ben oui, je suis tellement habitué dans mes vieilles pantoufles que tu as bien raison. mais On a déjà quelqu'un donc, qui a nommé, c'est aussi difficile parce que le deuxième scénario est correct au niveau de la confidentialité, mais pas pour être trauma-informed, peut-être. Donc, je ne sais pas si vous saisissez de votre côté ah, au OK. niveau traumatisme Ouais, ouais, quelconque, ouais. non? hey, OK. moi, je suis pas certaine de comprendre le commentaire là, de Mme Peterson, mais ce serait vraiment intéressant. Il semble y avoir quelque chose à creuser, donc n'hésitez pas à renchérir et à développer un peu votre pensée. Mais comme me le dit souvent mon conjoint qui est gestionnaire en gestion de risque, là, c'est vraiment son métier. Il dit toujours que le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est aussi à garder en tête, là, d'éviter tout risque. C'est impossible. Après ça, c'est de voir quel niveau de risque on est prêt à accepter. Tout à fait. Puis ça, ben aussi, tu sais, on peut, puis après ça, on va passer à la 2, là, on peut aussi se poser la question, tu sais, là, on s'entend pas mal tout pour dire que c'est assez risqué une clé USB unique avec autant d'informations sensibles, mais néanmoins, ça prend une façon d'avoir ces documents-là à portée de main s'il arrive quelque chose. Donc là, on peut aussi se poser la question, mais de qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Et là, c'est là où, tu sais, la réponse est très complexe. Puis c'est là où la fameuse frustration arrive parce que souvent, on a un peu cette perception-là, je m'inclus là-dedans de, tu sais, hey, là, tu me barres quelque chose, OK, mais comme donne-moi quelque chose en échange pour que je fasse la bonne affaire. Mais sauf que, tu sais, c'est plus facile de pointer un risque et de dire ça, c'est trop risqué, on ne le fait pas. Mais trouver la solution parfaite, ça, c'est très complexe parce qu'il n'y en a pas vraiment une. Tu sais, est-ce que, OK, ben là, est-ce qu'on met une clé USB, mais tu sais, avec des données cryptées avec un mot de passe? OK, mais là, plus c'est complexe, plus ben, on multiplie, là, ça prend des personnes qui ont ce mot de passe-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, si la personne l'oublie, on n'a pas accès aux données. OK, fait qu'on oublie ça. Ben là, on va revenir au bon vieux papier-crayon. Ouais, mais attends un peu, là, une petite pochette dans un sac, tu le laisses sur un comptoir, tu l'oublies, c'est fini, c'est fait. Bon, OK, peut-être pas la meilleure idée. OK, ben d'abord, on va prendre des photos dans nos cellulaires. Oui, mais là, attends un peu, ça va être stocké en Fait que, tu sais, c'est là où on dit c'est facile de barrer, tu sais, c'est facile et nécessaire de barrer quand on représente, quand on voit qu'il y a un risque. Mais après, trouver une solution magique, c'est plus difficile. Puis là, ben, on n'a pas le loisir parce que, bon, de façon communicationnelle en ce moment, c'est pas super facile entre vous et moi, mais si on ouvrait le micro, je vous demandais, OK, ben là, on Ouais. le barre, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Ce serait pas simple, hein, on s'entend. Me Euh, permettre de nommer, en fait, deux personnes ont nommé, là, effectivement, que la perte de la clé, c'est un grand risque et ce serait facile de perdre une clé USB avec toutes les exact. informations. Tu l'as nommé, on pourrait mettre un mot de passe ou peu importe, mais quand même. Et une autre personne a nommé, au niveau du scénario 2, donc la sécurisation des renseignements dans le digipad est à valider et le visuel partagé laissé à l'interprétation des parents de ce qui est visible. Donc, effectivement, on pourrait avoir un petit frère, Exact. petite sœur dans le fond d'écran de la photo Tout à ou peu fait. importe. Et là, ben justement, puis merci, ça m'amène à vous parler un peu de la situation 2, puis Julie va pouvoir enchérir après, mais tout à fait, dans le fond, c'est que la situation 2, tu sais, oui, là, de ceux qui ont mis pas beaucoup de risques, je présume que c'est parce que vous dites, bon, il y a juste le toutou, mais là, puis tu sais, si l'enseignant veut pas ou l'enseignante, elle a quand même un contrôle sur ce qui est sur le digipad. Fait que si on se rend compte qu'il y a le petit frère dans l'image, on peut enlever la photo, puis là, ben, OK, ben, on peut peut-être mettre un mot de passe, mais là encore là, le mot de passe va être partagé à plein de parents qui peuvent l'envoyer à ma tante Monique parce que. Donc, c'est un peu aussi complexe. Mais Julie, surprends-nous, en fait, par rapport au toutou, qui a date une moyenne de 2,9 de gestion de risque, donc très bas. En fait, si on a mis ces deux situations-là côte à côte, c'est parce que celle des données avec la clé USB représente un risque évident. Après ça, est-ce qu'on a la meilleure pratique à vous recommander? Difficile, comme le dit David, de trouver la meilleure pratique, mais quand même, il y a une réflexion à faire et un risque qu'on comprend évidemment mieux. Par contre, pour celle du toutou, là, qui semble très, très, sans représenter très peu de risques et de préjudices, euh, cet exemple-là, on l'aime bien parce que derrière une photo, il y a des métadonnées.
il peut avoir plein d'informations, notamment des coordonnées de localisation. Il y a certaines plateformes qui les suppriment automatiquement. Donc, quand un centre de service fait l'évaluation d'un outil d'une plateforme et vous en recommande un, ça a été fait, ce genre de choses-là. Notamment, si je vous partage une photo là, sur Messenger ou sur Instagram, les métadonnées vont être supprimées là, pour l'autre utilisateur, donc vous ne pourrez pas me localiser. Par contre, sur Digipad, ce n'est pas supprimé, ce qui fait en sorte qu'on peut localiser de manière très précise l'endroit où a été prise la photo. Si chaque ami de la classe prend une photo à la maison, on a les données de localisation de toutes les maisons des gens de la classe. Donc ça peut représenter un renseignement personnel, assurément. Par contre, on peut aussi se questionner sur le niveau de risque. Est-ce qu'il y a vraiment un risque à considérer? Si c'est des gens mal intentionnés parmi peut-être les adultes qui ont accès à ce digipad-là, surtout que c'est un lien souvent qui est public, ça peut être à considérer. Donc, utiliser une autre application peut être intéressant. Puis là, on avait quand même bien mentionné hein, que sur la photo, il n'y avait que le toutou. Fait que c'était très limité en termes d'images, d'enfants, mais quand même, parfois, il y a des risques insoupçonnés. Puis, c'est bon à savoir que même par message texte, là, ces coordonnées de localisation-là sont transmises. Donc, si par exemple, notre adolescent parle avec quelqu'un clavarde et la personne lui demande d'envoyer une photo, ah, mais là, mon application ne marche pas, pourrais-tu me l'envoyer par message texte? On ne parle même pas de photos à connotation sexuelle, tralala, là, une photo de point de table. Mais je peux savoir, elle est où ta maison, là, et puis ça peut mener à des situations Puis, tu sais, problématiques. oui, si on extrapole, tu sais, mettons, je publie une photo du centre de table chez nous à quelqu'un le reçoit, puis une semaine après, je publie une photo de moi qui prend un verre dans le sud, du bord de la plage. Ben là, quelqu'un sait où j'habite, quelqu'un sait que je suis pas chez nous. Tu sais, comme, faire un plus un. Tu sais, Aussi. c'est le genre de truc, là. Tu sais, puis là, pas qu'on veut être parano non plus, mais c'est le genre de risque potentiel. Tu sais. Mais dans Ouais, bon. l'évaluation des applications qu'un centre de service fait, puis quand nous, on est dans la classe, puis on reçoit un non, celle-là, on ne peut pas l'utiliser ou celle-là, oui, c'est difficile des fois de comprendre pourquoi ces choix-là ont été faits. Mais on n'a pas accès à, évidemment, à toutes ces réflexions. Donc ça ressemble un peu aux métadonnées qui sont derrière la photo que vous avez devant vous, là. C'est une panoplie de caractères assurément illisibles. Par contre, en 3 clics, on met ça dans une petite application en ligne et ploup, on a une carte avec la localisation exacte qui apparaît. Donc, pas besoin d'être un programmeur qui lit du code pour accéder à ces données-là. Puis on a quelqu'un qui a écrit justement, effectivement, il y a beaucoup plus de renseignements derrière une photo que je pensais. Alors, effectivement, c'est pertinent de le nommer. Et on s'était fait poser la question par un collègue à savoir est-ce qu'une capture d'écran sur un ordinateur va avoir des données derrière? Et on avait fait le test rapide là, et on a conclu que non, on n'avait pas vu ça, mais on n'est pas allé en profondeur. Là. Mais vraiment, une photo prise par un appareil, c'est différent d'une capture d'écran. Alors, un truc, ça peut être de prendre la photo avec l'appareil, puis après ça, faire la capture d'écran sur un ordi. Mais bon, là, on se À chaque complique la fois. vie un peu pour rien. Pour toutes nos photos de spaghetti au Pacini, on fait ça tout le temps. C'est ça. Euh, puis, il y a quelque chose d'intéressant, en fait, là, qui s'appelle la zone de vulnérabilité, pour reprendre les mots de Crypto-Québec. Ils ont fait un graphique là, qui démontre que notre compréhension des mécanismes est grandissante dans la collecte de données. Par contre, la complexité de l'utilisation des données par toutes les plateformes qui les utilisent, elle, est en croissance exponentielle. Donc, il y a un fossé qui se creuse entre notre compréhension des mécanismes et la manière d'utiliser nos données. Ce qui veut dire que c'est normal qu'on ne comprenne pas tout ce qui se passe. Il y a des équipes qui sont vraiment spécialisées dans ça. Donc, pour nous, chaque prof dans notre classe faire cette évaluation-là, c'est pratiquement impossible. Mm. Je me permets de compléter. En fait, la personne qui avait écrit le commentaire, tantôt qu'on avait mal saisi, là, elle a précisé, c'est dans le cas de... On demande souvent aux employés d'éviter de demander des renseignements personnels qui pourraient déclencher des réactions chez les élèves, par exemple en famille d'accueil, dans d'autres Ah oui. circonstances inhabituelles. C'est plus ça qu'elle voulait dire. Donc, effectivement, ça peut Oui, poser fait problème. Et si on va y arriver, que, effectivement, exact. l'aspect de la nécessité de demander les renseignements, c'est vraiment ça qui est important à retenir aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire, mais on va y revenir. Tout à fait. Puis on va avoir en Je- fait aussi spécifiquement par rapport à ça, justement, tu sais, quel renseignement on demande. Là, on va avoir une petite mise en situation tout à l'heure. Puis tu sais, juste ajouter avant qu'on passe là, pour la zone de vulnérabilité, tu sais,
comme je le répète quelques fois, tu sais, c'est là où on vit, nous, des frustrations parce qu'on se fait dire non, mais justement, des fois, c'est qu'il y a des gens dans nos organismes qui sont engagés pour penser à ça, ils connaissent ça. Puis on ne peut pas s'attendre à ce que tous les individus soient au courant de tout ce qu'on a. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que les organismes mettent des, tu sais, des mesures en place pour essayer de réduire cet écart-là malgré nous, puis des fois, tu sais, même nous protéger un peu de nous-mêmes, là, dans le fond. Euh, J'aimerais ça rebondir sur le commentaire qu'on a reçu parce Ah, qu'il oui. y a une petite différence entre les renseignements personnels et des questions qui peuvent être d'ordre personnel là, et Mhm, un peu nous mettre dans une posture inconfortable, notamment par rapport aux familles d'accueil. C'est super intéressant ce que vous nommez parce que j'ai travaillé une activité sur la routine du dodo en pensant que c'était un sujet pas sensible du tout. C'est un sujet qui ne touche pas aux renseignements personnels comme tel. Par contre, demander à l'élève de décrire sa routine du dodo pouvait représenter un enjeu, non pas au regard de la loi 25, mais un enjeu plutôt au niveau de notre posture, de la nécessité de mettre l'élève qui n'a peut-être pas une routine de dodo comme les autres dans cette situation-là. Donc, on n'est pas dans la loi 25, mais on est vraiment plus dans une posture critique par rapport à nos pratiques là, qui considèrent le bien-être de nos élèves. Certains mhm. n'ont pas de parents qui vont venir les border le soir. C'est un grand frère, une grande sœur qui travaille même au dépanneur et qui vient juste s'assurer qu'ils sont couchés. Il y a toutes sortes de réalités qui sont vécues. Donc, c'est C'est assurément délicat. à considérer et à adapter aussi selon les milieux dans lesquels on enseigne. Puis ça, notre Mhm. jugement, je pense, c'est le meilleur guide dans tout ça. Oui, puis deux exemples concrets qu'elle avait nommés justement, connaître des antécédents familiaux, mais encore là, les animaux de compagnie, si on a un animal de compagnie, ou un objet de réconfort. Donc, tu parlais de dodo, routine de dodo, ben, ça en fait partie aussi. Donc, on est prêt deuxième Yes, étude de on cas? passe à la deuxième. OK, C'est bon. donc encore une fois, échelle de 1 à 10. OK, donc ça va être toujours la même chose. En début d'année, les parents ont signé un formulaire. Je vous la lis, puis après, je vous l'affiche dans le clap. OK? En début d'année, les parents ont signé un formulaire autorisant la prise de photos des élèves. Après une activité de géocaching, l'école partage les photos de l'événement sur sa page Facebook publique, où les élèves sont facilement identifiables, comme on peut le voir là, un peu à l'écran, en train donc, de faire une activité de géocaching. Donc, pour vous, sur 10, à quel point vous jugez qu'il y a un risque relié à cette pratique? On peut basculer vers le ou clap. Donc, encore une fois, dans la présentation, il semble avoir un petit délai. Donc, Il n'y a pas de on va problème, ça attendre que commence les à réponses rentrer. Ça part fort. On s'inscrivent. a dit Ça, 4 et 18. c'est rendu, on est rendu là. Mon Dieu, C'est c'est bon, en assez. termes de participants, ça demande. On est 32 maintenant dans le Outlap. Oui, oui. Moi, puis c'est encore une fois, c'est très, très, je pense à date, pour les quelques fois que j'ai donné cet atelier un peu ou que je l'ai vu vivre, je pense que c'est la fois où il y a le plus de disparité. Je serais curieux de savoir si les personnes qui mettent des 3 et des 4, les personnes qui mettent des 9 et des 10, si c'est les mêmes personnes de fois en fois qui sont vraiment très relax ou vraiment très stressées, ou si ça change. Ah, un 1 qui note. Ouais, un 1. C'est souvent deuxième étude de cas, c'est là où on a de tout, où les gens se tendent plus vers non, non, là, finalement, il y a sûrement quelque chose derrière. Ça doit être dangereux. Alors, là, on va plus vers le 10. Il y en a qui changent d'idée, vous voyez. Il y avait un 2, il me Il semble, n'y a, là, tantôt. il y a Puis pas là, de pogne, hein. En fait, ouais, il y a un peu des pognes. Le toutou, c'est un peu une pogne. Mais tu sais, on n'essaie pas de vous piéger. Là, tu sais, non, non, c'est des pratiques répandues. Fait que c'est pour ça qu'on le met et on se questionne ensemble. Mais je le ah répète, oui. il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est quoi notre gestion personnelle du risque pour notre organisation? Tu sais, l'idée, c'est qu'on veut que vous développiez le réflexe de tout ce que vous faites en lien avec des plateformes numériques et des renseignements. Donc, potentiel, ben, est-ce que c'est correct? Est-ce que je devrais? Donc, ça facilite la vie aux organisations, assurément. Exact. On est tombé à 19 réponses. La question d'avant, ça ressemble un peu à ça. On a beaucoup de 5, on a pas mal de 10, mais on a un peu de 1, 2, 1, 3, 4 aussi. Fait qu'un peu, donc, même principe, en fait, je serais curieux de savoir.
Puis, en fait, je pense peut-être même que pour toutes les autres mises en situation, ça pourrait être aussi une bonne pratique pour ceux qui veulent nous justifier leur réponse, de ne pas attendre que je le dise, vu que ça ne se fera pas à l'oral de toute façon. Fait que, si ça vous tente, répondez, puis tout de suite, allez écrire. Moi, j'ai mis un parce que je considère que, Mhm. pour ceux que ça leur tente. Il y a Euh, quelqu'un qui a nommé, en fait, pour ce qui est du géocaching, donc un formulaire d'autorisation de prise de photos et non d'acceptation de partage sur les réseaux sociaux. Alors, hmm. bon réflexe, effectivement, dans un formulaire bien fait, il faut vraiment spécifier qu'est-ce qu'on va faire avec la photo exactement. Est-ce que les gens sont d'accord avec ça? Donc, bon réflexe, bravo. Ouais, tout à fait. Hey, je pense que c'était même pas voulu, ce piège-là. Ouais, bravo. Bien relevé. Elle nous On peut faire des devance. pièges voulus et des pièges non voulus. C'est à ce point-là qu'on vous piège. Parfait. Donc là, je rafraîchis puis je vois pas de nouvelles réponses. Donc, je pense qu'on peut, dans les commentaires, là, ah oui, non, ça s'en vient, il y en a d'autres. On ne va pas aussi pire que les dossiers médicaux, mais certainement un risque au niveau de l'identification d'élèves et de leur appartenance à une école particulière. Exemple concret, un parent qui n'a pas le droit de contacter son enfant, qui ne connaît pas le lieu d'études, pourrait ainsi apprendre et le contacter. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a ce risque-là aussi, qui est quand même un cas, on l'espère, qui n'est pas trop répandu, mais oui, tout à fait. Il y a ce risque-là. Quand on vous dit que le risque zéro n'existe pas, c'est que des situations comme ça, même si ça n'arrive pas tous les jeudis, ça arrive quand même, effectivement. Puis, il s'agit d'une fois, puis ça peut aller très loin et être très grave. Donc, tout à fait. Puis un autre En commentaire fait, intéressant, parce que dans un groupe privé de l'école, je crois que c'est plus sécuritaire. Alors, effectivement, le groupe privé, là, il faut préciser c'est quoi un groupe privé. Est-ce qu'on parle d'une équipe Teams dans l'outil approuvé par l'organisation ou un groupe privé Facebook, un groupe privé sur Facebook? Donc, il y a une distinction à ce niveau-là. Mhm. Tout à fait. En fait, il y a pas de piège dans cette situation-là. C'est au contraire de ce qu'on disait. Puis ça nous ramène même un peu à sortir de la loi 25 parce que on est vraiment dans des grands articles de la Charte des droits et libertés qui existent quand même depuis de nombreuses années. Puis la loi 25 nous ramène, on dirait, plein de réflexions ou de pratiques ou de révisions de nos formulaires de consentement. Mais c'était déjà des lois qui étaient en place là, au Québec. Donc, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ça implique le droit à l'image. Euh, les parents peuvent consentir à la place des enfants, mais il y a quand même un flou. Le consentement parental s'applique jusqu'à 18 ans, mais à partir de 14 ans, le jeune peut consentir par lui-même. Donc, on pourrait considérer le consentement parental, par exemple, qui est autorisé. Si un élève de secondaire 5, on aimerait prendre sa photo ou la diffuser, si le consentement est clair et valide, super. Mais là, si le jeune nous dit moi, j'ai pas envie, moi, je veux pas, mais qu'on a le consentement parental, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Fait que là, il y a comme un double niveau, puis ça revient que malgré le consentement parental, toute personne est la personne qui dispose de son droit à l'image. Donc voilà, quand même des petites nuances à apporter là, qui peuvent apporter un certain degré de flou. Puis j'ai un exemple concret, mais non, je ne veux pas mettre personne sur la sellette, là, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Ouais, on va Pour poursuivre. Oui, des pour qu'un noms et de consentement, l'adresse. oui, c'est ça. Pour qu'un consentement soit valide, il doit répondre à plusieurs critères. Il doit être manifeste, libre, éclairé, spécifique, temporaire, granulaire, compréhensible, distinct. OK, là, c'est plein de beaux mots, là, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand je consens à quelque chose, ça ne se fait pas de manière automatique. Donc, je m'inscris à une activité, puis automatiquement, là, il y avait un endroit où, en vous inscrivant à cette activité, vous avez autorisé la prise de photos et la diffusion sur nos médias sociaux. Non, donc ça, c'est pas un consentement manifeste, ni libre non plus. Éclairé, c'est de comprendre qu'est-ce que ça implique comme préjudice potentiel. Spécifique, un consentement signé en début d'année. J'autorise le centre de service ou l'école à faire ce que vous voulez avec les photos de mon enfant, captation vidéo, sans savoir c'est pas spécifique. Donc, à chaque fois qu'on est dans un contexte où on recherche à aller chercher un consentement, là, ça devrait être précisé et aussi indiquer la durée de temps dont on va posséder ces renseignements-là. Donc là, Granulaire, on devrait.
Ah oui, excuse-moi, vas-y, Oh, Alex. pardon, mais quand je disais plus tôt là, que de faire un formulaire de consentement, en tant qu'enseignant, moi personnellement, je me considère pas qualifié pour faire ça. Alors, c'est vraiment complexe. Et le document que vous avez dans la présentation, d'ailleurs, à la fin, on va vous donner un lien qui mène à la présentation, mais vous avez accès au document où vous pouvez taper dans Google, là, CAI, consentement, critères de validité. Vous allez trouver le document. Et très intéressant de lire ça, de comprendre la complexité là, derrière un consentement, tout ce que Julie explique à l'instant, là. Donc, Donc, dans notre mise en belle situation, si on référence. y revient, là, il y avait quand même des adolescents qui étaient assez grands, qui avaient l'air d'accepter là, cette prise de photo-là. Ils n'avaient pas l'air d'être choqués par la prise de photo. Par contre, est-ce qu'ils savaient que la photo allait être diffusée sur un média social? Peut-être pas. Donc, il aurait fallu valider là, vraiment spécifiquement pour cette photo-là. Puis, j'ai envie de parler d'un document là, qui n'est pas dans notre présentation, mais qui nous a été rendu disponible la semaine passée. La Fédération des centres de services scolaires a produit un document sur la captation de vidéos en classe, prise de photos et le critère qui précède le consentement et le critère de nécessité. Peut-être que tu y reviendras un petit peu, Alain, dans un autre contexte, mais on aura ce questionnement-là à se poser, puis toujours considérer les effets que la prise de photo aura sur les élèves, et notamment dans les cas de figure de ce document-là, quand on prend une photo d'un élève dans le cas d'un gala Méritas, un succès sportif, puis qu'on le diffuse, ça semblait être quand même des utilisations dont le consentement est nécessaire, mais qui permettent à l'élève de développer un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté, qui ont des retombées positives pour ces élèves-là qui sont sur les photos et qui représentent un risque très limité. Donc, ce genre de diffusion-là pouvait devenir très intéressante. Ben, pas très intéressante, mais disons, pouvait justifier la prise et la diffusion de photos, tandis que dans d'autres cas, pas forcément. Mm. Puis, quand les vidéos, une fois, sont parties dans le vaste Internet, ce qu'on en fait n'est plus contrôlé. Puis, on peut utiliser notamment les photos, les visages pour faire des hyper-trucages. C'est des cas qui ont été vécus notamment au Québec. Puis, il y a une augmentation grandissante des vidéos d'hyper-trucage. 550 depuis 2019. Évidemment, on comprend que la technologie a permis là, cette augmentation-là en devenant de plus en plus facile pour quiconque sans formation en programmation de produire ce genre de vidéo à partir d'une photo, d'aller chercher le visage de quelqu'un et de le placer sur des vidéos de corps nus. Ça a le même impact qu'une vraie vidéo, que qu'avec des captations intimes. Donc, les conséquences pour la victime au niveau psychologique là, sont très, très semblables. C'est pas à minimiser ce genre de situation-là. Donc, c'est à considérer là, quand on diffuse des photos que ça fait partie des risques possibles là, que des personnes malveillantes mettent la main dessus. Et dans 99 des cas, ce sont des femmes qui sont les victimes de ces hyper-trucages-là. Mm. Donc, merci. Au niveau des études de cas, on va enchaîner. On en avait trois autres, mais on va peut-être avoir le temps d'en faire juste une. Donc, enchaînons. Si on a le temps, on reviendra au pire, là, il n'y a pas de Exact. problème. On Donc, va passer encore celle-là. On va aller à l'autre, donc encore une fois après. euh, ouais, je peux-tu enchaîner avec les renseignements sensibles, en fait, David, Oui, c'est oui, correct? oui, vas-y, vas-y, OK. vas-y. En fait, rapidement, on a parlé beaucoup des renseignements personnels de base, donc nom, prénom et compagnie. Puis, Julie, tantôt, a nommé les renseignements dits sensibles, donc médical, biométrique, tout ça, peuvent être considérés différemment un peu, enfin, comme justement sont plus sensibles, il faut faire plus attention. Et donc, petite parenthèse au niveau des données biométriques. Alors, parler de morphologie, niveau biologique d'un individu, donc l'empreinte digitale, comme on voit à l'écran, ou la forme du visage, tout ça. Donc, ce sont des données biométriques, ce sont des données plus sensibles, considérées plus sensibles. Et deux exemples qu'on a ici, deux articles intéressants à la presse qu'on vous a mis dans la présentation. Le premier qui va dire que la Commission d'accès à l'information constate qu'il y a une banalisation des renseignements biométriques là, que les entreprises récoltent, ou même des organismes publics, plus rarement des organisations publiques, mais en général les entreprises privées. On parlait de 5 fois plus d'entreprises qui récoltent ce genre de données-là auprès de leurs employés. Et dans l'exemple de droite,
Un exemple concret, justement, c'était TC Transcontinental, pour ne pas le nommer. Dans l'article, ça va nommer que l'entreprise avait mis en place, en temps de pandémie, une lecture du visage ou de la rétine de l'œil, je me souviens plus, là, je pense que c'était forme du visage ou empreinte digitale, bref, une donnée biométrique accompagnée avec la prise de température de l'employé. En temps de COVID, on voulait prévenir les infections dans l'entreprise. Alors, c'était une mesure qui a été mise en place. Par après, donc la pandémie s'est terminée, somme toute. Et ils ont gardé la mesure biométrique, donc de prendre la donnée biométrique pour permettre à l'employé de rentrer dans l'usine. Et la Commission d'accès à l'information a été informée de ça. Ils ont dit, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir cette donnée-là en ce moment? La réponse était non. Ils ont demandé de plutôt donner une carte d'identité qu'on peut balayer pour rentrer dans l'usine. Alors, c'est vraiment l'aspect nécessaire au niveau des données biométriques. Là, les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi. Quand il y a une question de sécurité ou une question là, de haute confidentialité, par exemple, rentrer à la Maison-Blanche, ça se peut que une donnée biométrique peut être nécessaire ou, bref, dans des banques ou peu importe. Donc, vous comprenez là, le caractère très nécessaire qui est distinctif. Alors, voilà pour ça. OK. Cette étude de cas-là, c'était la cinquième, tu proposais, David, hein, si je ne me trompe pas? Choix du chef. Vas-y, on va en faire un. OK, on va poursuivre. On va y aller avec la cinquième après, là. Donc, voilà. Parfait. Euh, oui, c'est correct? Ouais, Ben, vas-y. je OK, ferai le désolé, clap, ça va, moi. ça va. Vous voulez pas qu'on fasse le petit clap? Ouais, mais c'est là qu'on s'enlignait. Sur celle sur OK, répéter, ça va-tu? Ou je Oui, fais. la 5. OK, OK. Comme je dis, Exact. au pire, on reviendra. Rapidement, ici, là, on vous a mis un autre article de Éductive qui, moi, personnellement, c'est l'article qui m'a ouvert la porte sur le sujet que j'ai vraiment, je suis tombé des nues en me disant, oh mon Dieu, qu'on fait beaucoup de choses qu'il faut corriger dans nos pratiques, d'où l'atelier adopter des bonnes pratiques responsables. Alors, ça précisait, par exemple, une pile de travaux corrigés sur le bureau d'un enseignant. Un classique. Si les travaux contiennent des commentaires seulement avec le nom de l'élève, il n'y a pas nécessairement d'instant de confidentialité, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on met une note sur le travail, ben, une note est un renseignement personnel propre à l'élève, alors qui peut lui causer préjudice. Alors, vous voyez la complexité, là, donc beaucoup de petits détails comme ça. Alors, ça, c'est vraiment l'exemple, moi, qui m'a fait réaliser l'importance de s'attarder au problème à ce niveau-là. Vous avez Parfait. accès à l'article. Ouais. Tiens, donc on va terminer en passant, là, il va y avoir une petite période de questions. On va essayer là, de s'enligner pour que vous ayez un 10 minutes, mais ça se peut que ça ressemble plus à un 5 minutes. Donc, si vous voulez prévoir déjà vos questions, on va essayer de faire notre gros possible là, pour pouvoir y répondre. Mais on a une petite dernière mise en situation là, avant de faire notre petite conclusion puis répondre aux questions. Donc, je vous la présente, elle est déjà dans votre bouclap, mais pour gagner en efficacité lors des journées pédagogiques, une direction scolaire organise des rencontres d'équipe en ligne sur les élèves à risque. Donc, en jase, les élèves à risque pendant un Teams, par exemple. La transcription automatique de Teams permet en quelques clics de prendre ce texte puis de demander à ChatGPT de produire un résumé. Donc, pour vous, combien est-ce que vous évaluez ce niveau de risque? Là, je vous donne un petit travail à faire. Donc, vous allez pouvoir faire votre évaluation de niveau de risque, nous expliquer tout de suite pourquoi, puis pensez à votre question. OK? Fait que là, c'est comme trois choses en même temps. Pensez à si vous avez des questions générales, d'ordre général par après. Puis on va laisser là, un peu moins de temps pour celle-là. Là, donc, je vous encourage à y aller dès maintenant. On ait le temps après ça de pouvoir répondre là, au plus grand nombre de questions possible. Donc, ça commence à rentrer. Quand même élevé. Encore une fois, il y a une personne qui met 2, beaucoup de personnes qui considèrent que c'est quand même plutôt risqué. On va attendre encore quelques secondes, il y a un petit délai toujours Tantôt, on dans la était à présentation, 19. Là, dans la ça diffusion. s'était arrêté à 19. Là, on est à 18. Fait que je pense qu'on peut, là, je réfléchis, voir s'il y a des gens qui nous expliquent pourquoi ils mettent 2, 3, pourquoi ils mettent 9, 10. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait de potentiellement problématique ou pas dans le fait de demander à ChatGPT de produire un résumé de discussion sur des élèves à risque? Puis en attendant, je peux me permettre de répondre à une question qu'il y avait dans ou un Mhm. commentaire, là, dans le fond, dans les questions et tout ça, des, euh, des personnes présentes. Euh, un fait intéressant, quand on parlait, c'est pas seulement la diffusion qui doit être autorisée, mais aussi la captation d'images, de vidéos. Moi, une situation que je vois très souvent, qui est un classique aussi, un employé qui prend son cellulaire personnel pour prendre une photo parce que c'est plus accessible, on l'a dans nos poches, mais de réaliser
La photo, elle est dans mon appareil personnel. Donc, est-ce que c'est une bonne pratique en tant que telle? Il faudrait idéalement vite la transférer dans les supports de l'organisation comme un Teams, un SharePoint, peu importe, et ensuite supprimer ma photo de mon appareil personnel. Ça serait dans les bonnes pratiques. Alors, Exact. en lien avec le Euh, commentaire, là. il nous reste 10 minutes avant la fin, puis je veux qu'on ait le temps de prendre des questions. Ben, en fait, je pense qu'on veut tous là, avoir le temps de prendre des questions. Donc, je ne sais pas si, je ne me rappelle plus là, si c'était Julie ou Alain là, qui voulait faire juste un petit retour sur cette mise en situation-là, puis après ça, ça va nous amener à notre fin. Ouais. Julie, je te laisse faire le retour. Hop, ton micro s'est fermé, Le Julie. micro est éteint, Julie. Oui, mais surtout qu'on parle de ChatGPT, qui n'est pas forcément autorisé dans un établissement scolaire. On parle aussi de nom d'élèves à risque dans cette discussion-là. Fait qu'il y a quand même plusieurs éléments là, qui pourraient nous sonner des clochettes de bonnes pratiques ou d'incidents de sécurité potentiels. Euh, L'utilisation de l'IA est en cours de réglementation dans plusieurs centres de services, des pratiques qui se mettent en place. On a généralement accès à Copilot et il y a une mention qui indique que les données qu'on utilise ne sont pas redonnées à l'intelligence artificielle. Donc, en théorie, ils ne les utilisent pas, mais les personnes qu'on a contactées dans différents centres de services, dont des avocats, nous disent qu'il y a quand même un flou juridique à ce niveau-là parce qu'à l'intérieur du même centre de service, de la même organisation, il serait possible que les données ressortent. Donc, quand on parle de cas d'élèves à risque, peut-être de dossiers sensibles, encore une petite réserve peut-être à avoir là, au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Exact. Et là, on a des personnes là, qui disent les données transmises sont utilisées par l'IA pour entraîner le modèle, donc c'est pas forcément effectivement absolument des outils privés. Le risque dépend de ce qu'on transmet. Donc, est-ce qu'on fait l'exercice dans l'anonymat? À ce moment-là, c'est peut-être un peu mieux que si on met vraiment, vraiment des noms. Donc, effectivement, là, c'est toutes des considérations là, qu'il faut avoir tout à fait quand on parle de ça. Et on Finalement, arrive à la finale. Pour débuter la finale, là, j'avais envie de vous montrer une statistique de l'UNESCO. Ils ont fait le rapport, la recherche là, partout dans le monde pour évaluer la protection des enfants en contexte scolaire, en lien avec la technologie, et ils se sont rendus compte que malgré des lois mises en place, il y a très peu de pays qui garantissent la sécurité réellement des données de nos enfants. Donc, par exemple, ici au Canada, au Québec, malgré la loi 25, on pourrait quand même se questionner, est-ce que les pratiques qu'on a sur le terrain font en sorte que la protection des renseignements n'est pas assurée ou si elle l'est? C'est quand même à considérer. Les lois ne font pas tout, mais nos pratiques ont un grand impact. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous aurez accès dans la présentation à cette vidéo. Un directeur des services technologiques d'un centre de services scolaires, Marie-Victorin, vient nous parler de comment on fait le choix des plateformes et qu'est-ce que ça implique aussi pour la classe. Là, comment la loi 25 va avoir une incidence sur ce que vous utilisez ou pas dans la classe. Et en conclusion, ou presque, on a transposé un peu, vient le temps de parler de l'importance de protéger les renseignements personnels versus les bienfaits pédagogiques, donc nos intentions pédagogiques en tant qu'enseignant. On a transposé ça dans la pyramide de Maslow, comme quoi, parce qu'on se le fait souvent dire, telle plateforme, c'est génial, pédagogiquement, ça me permet de faire ça, ça, ça. Oui, sauf que si la plateforme, ben, leurs données, leur base de données est dans un autre pays où les lois canadiennes ne s'appliquent pas, puis il y a des enjeux de renseignement personnel, de confidentialité. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être prioritaire de protéger les renseignements versus la plateforme qui est pédagogiquement intéressante. Puis c'est ça, donc les bienfaits pédagogiques, on va voir ça dans le haut de la pyramide un peu plus, versus les besoins de sécurité dans la pyramide de Maslow de son deuxième niveau. Alors, c'est une façon de le voir, une façon de le vulgariser, de dire oui, c'est vrai, on a une responsabilité première de protéger les renseignements personnels des gens, puis après ça, ben, dans la limite du possible, on va utiliser des plateformes pédagogiques intéressantes. Donc, voilà, je suis un peu casseux de party en disant ça, mais c'est la bon, réalité. ben, puis, tu sais, honnêtement, c'est assez parlant parce que souvent, on se fait dire non, puis on comprend pas, puis on est comme, ouais, on dit, ils sont donc bien barrés, là, comment ça se fait que, ben, c'est pour ça, tu sais. Mhm. Puis ça, quand on le comprend, on est comme, oui, c'est vrai qu'avec nos, tu sais, les enfants, on a une responsabilité de protéger leurs données avant de leur donner une plateforme motivante, tu sais, mettons. Mhm.
Et là, parmi tout ce qu'on peut faire pour protéger les renseignements personnels de nos élèves, il y a aussi une chose importante qu'on peut faire, c'est de les éduquer. Et ça fait partie de la compétence numérique, d'amener les élèves à comprendre qu'est-ce que ça implique la protection des renseignements personnels. Donc, de leur faire prendre conscience. Et dernièrement, j'ai été dans une classe où j'ai fait de la captation vidéo et les élèves ont négocié leur consentement et les conditions. Ils ont négocié avec moi, ils ne voulaient pas que la vidéo se retrouve sur YouTube. Donc, on a eu une discussion ouverte à ce sujet-là. J'ai refait le formulaire de consentement et on est allé avec qu'est-ce qui était prêt seulement à accepter. C'était des élèves de quatrième année qui ont amené cette discussion-là en classe. Donc, il y a un grand pouvoir, je pense, qu'on peut aussi attribuer à l'éducation et remettre entre les mains des élèves la protection de leur renseignement personnel. Tout à fait. Et là, il nous reste donc 5 minutes. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à mettre des questions dans le clavardage. Donc, on vous encourage là, à nous poser vos questions. Il y en avait là en début là, qui avait écrit comme quoi que vous étiez là pour nous poser des questions. Donc, ce serait le moment. J'en profite aussi, là, Debra, elle avait demandé c'était quoi le truc pour verrouiller Mhm. l'ordinateur. Alain, c'était Windows L, c'est ça? Exactement. Pour Windows Windows Lock. L pour lock en anglais. Un truc pour s'en souvenir. Exact. Donc, je rafraîchis. Donc, si vous avez des questions de tout ordre, n'hésitez pas à nous les poser. C'est bon. Entre-temps, pour ce qui est de la présentation, je vous ai créé une URL courte qu'on ne peut pas montrer à l'écran malheureusement, mais prenez-la en note. Donc, monurl.ca, monurl.ca, barre oblique, JNE, loi 25. Donc, relativement facile à retenir. Alors, je le répète, monurl.ca, barre oblique, JNE, loi 25. Vous aurez accès à notre présentation. J'en profite pour revenir sur les questions qu'on avait là, dans l'outil de clavardage. Il y a plusieurs personnes qui commentent l'utilisation de l'intelligence artificielle, là, puis entre autres, on propose d'enlever les noms des personnes dont on traite. Ça peut être très intéressant si on pense qu'on enregistre, par exemple, vocalement là, une rencontre et que tout le texte est transmis directement à une IA, ça sera plus compliqué, à moins qu'on se donne des noms de code, là, puis qu'on appelle nos élèves Kiwi ou avec leurs lettres d'initiales. Par contre, ça pourrait se faire. On pourrait quand même se questionner aussi sur la pertinence d'enregistrer toutes nos rencontres parce qu'en termes d'impact environnemental, là, puis d'utilisation du numérique, ça peut devenir un outil qui prend beaucoup de place et qui peut-être n'aide pas tant que ça à voir. C'est toujours en fait à évaluer. Est-ce qu'il y a une réelle plus-value à l'utilisation de cet outil-là? On Puis, recommande aussi d'utiliser l'outil autorisé par les centres de services, donc entre autres ChatGPT, c'est lui qu'on a pris en exemple parce qu'on sait que généralement, là, c'est Copilot qui est autorisé. Puis, quelqu'un mentionne aussi qu'on peut demander au chatbot de garder l'information confidentielle. Non, ça, par contre, on peut le demander, mais on ne peut pas vraiment avoir de contrôle sur s'il va le faire ou non. Ou si quelqu'un demande l'information, puis dit ben non, non, j'ai accès là, à la confidentialité. Souvent, quand on argumente avec un bot, avec l'intelligence artificielle, on a accès à plus de choses. Donc, il y a peut-être quand même notamment un risque potentiel, là. puis j'en profite aussi parce que en attendant de voir s'il y a d'autres questions, mais par rapport à la mise en situation, là, et pour bondir sur certains commentaires, tu sais, on pourrait, donc Julie te demandait, tu sais, on pourrait se poser l'idée, la question, c'est à quoi ça servirait, tu sais, d'enregistrer tous les commentaires, puis ou toute la discussion, puis demander de faire un résumé. Puis des fois, on pourrait avoir vu que dans la mise en situation, on parlait spécifiquement d'élèves, tu sais, des élèves à risque. On pourrait peut-être avoir la fausse bonne idée de se dire, hey, c'est parfait, on va prendre toutes nos discussions, le résumé, puis après ça, on va prendre le pays des élèves, puis on va swinguer ça, genre, dans un chat GPT de ce monde, puis dire, fais-moi donc des solutions de fun, mais sauf que là, ça, c'est vraiment comme un incident de confidentialité majeur de prendre un pays, un plan d'intervention d'élèves, puis de le mettre dedans. Puis là, ChatGPT a accès aux données de Kevin et ses difficultés, et potentiellement ce qui se retrouve là-dedans qui est très sensible. Donc, on ne fait pas ça non plus. Okay? On le sait, là, ça part tout le temps d'une bonne intention, mais là, on est vraiment justement là, dans la même. Puis, c'est ça, on ne fait pas ça en disant, mais garde-le, c'est un secret, on ne fait pas ça. Le ChatGPT ne le fera pas nécessairement. Mm. Donc, allez-y, on a encore 2 minutes pour des questions. Vous pouvez les ajouter. Puis, oui, Julie, tu avais
Fallait Ben, j'ai envie de ajouter d'autres remercier les choses. gens pour leur Oui, participation parce que moi, je ne savais pas ouais. trop, là, avec la plateforme externe de clavardage, s'il allait avoir de l'interactivité avec vous. Ben oui, hein? C'est un élément comme qui est très important, en fait, quand on fait des ateliers sur le sujet. Là, c'est ça le cœur, d'ouvrir le dialogue et de réfléchir ensemble. Puis, merci vraiment d'avoir participé autant. Ben oui, vraiment bien. Puis incluant aussi dans le WooClap, là, on sait qu'on vous a comme fait un peu de ping-pong, mais on a vraiment pas perdu de joueur là, entre le début et la fin. C'est fantastique. Bon, je vois pas d'ajout de questions Voilà. Donc, je pense dans que la plateforme. Donc, ben, merci. Je seconde mes collègues. Merci pour votre participation. C'était super intéressant, bien qu'on aimerait vous entendre aussi. Mais n'hésitez pas. En fait, on n'a pas oublié de laisser nos coordonnées. Si vous avez des questions par Oui. après, peut-être nos courriels. Quoique sur la plateforme de la JNE, peut-être que nos coordonnées sont là. Ben, je vais Je valider crois peut-être. bien que oui, ou du Oui, moins ben, nos noms avec le arrobas récit.gouv.qc.ca. C'est toujours un moyen de nous rejoindre. Et j'espère sincèrement que vous avez trouvé cet atelier utile. On vous souhaite une très belle JNE. On vous souhaite aussi mhm. de beaux ateliers cet après-midi. Et on aimerait être avec vous aussi en présence, mais le format à distance permet peut-être que vous soyez là en plus grand nombre. Bon, merci pour les remerciements que je vois dans les messages. Là. Donc, ça nous a fait plaisir. Tant mieux, ça a été utile. Donc, bonne fin de JNE à tout le monde. bye bye. Bye bye!